Je m'appelle Kevin Antidon, je suis écologue à la ville de Lille, à la direction des parcs et jardins, même si je ne travaille pas maintenant aujourd'hui que sur les parcs et jardins, l'aménagement de bâtiments, etc. Donc j'essaie de coller au sujet, de vous donner un peu notre vision des choses et nos actions. Alors j'ai fait un point un peu plus général au départ, mais comme beaucoup de choses ont été dites, on va gagner du temps. Alors dans la fabrique de la ville et dans sa gestion, c'est vrai qu'il y a des gros enjeux écologiques dont on voit tout à l'heure. Alors juste pour nous spécifiquement, alors c'est vrai qu'il y a une ambition des villes de Lille, on parle de densification étalement urbaine, etc. Nous, il y a dans le principe de la densification urbaine, il y a l'objectif d'ici 2030 à passer à 300 000 habitants. Alors c'est pas sans conséquence qu'effectivement ça passe par des gros projets d'urbanisation de friches, de requalification de friches, et avec des projets des gros projets de requalification où on plante forcément à tour de bras des très grandes quantités d'arbres sous diverses formes. Alors, parallèlement à ça, depuis peu de temps, il y a une stratégie par rapport à une trame verte et bleue et noire qui se montre, mais j'y reviendrai après. C'est dans le contrecarrer cet effet négatif. Alors il y a une volonté politique de restaurer, enfin d'arrêter l'érosion et de restaurer au niveau local la biodiversité. Ça date pas d'hier, ça date de 2004, déjà en ayant embauché des compétences dans ce domaine-là, représentées par moi au jour d'aujourd'hui. Il y avait avant ça, en 2001, le projet d'une gestion différenciée, zéro phyto, etc. Un schéma de développement des parcs et jardins, où là, vraiment, depuis 2004, donc, il y a eu cette ambition de restaurer la biodiversité. Alors, c'est passé par des inventaires, des diagnostics, des plans de gestion, enfin, toute la logique du travail de bibliographie. La ville de Lille, ce qui est important de savoir, c'est que, vous allez le comprendre juste après, on a des spécificités, c'est le fait d'être une ville fortifiée, avec un héritage biologique, et notamment une ville à la frontière de deux territoires géologiques différents, notamment avec un immense marais qui a fini d'être détruit au début du siècle précédent. Donc il y a des beaux restes, ça on verra après. Donc là, depuis, cette ambition de la ville a été officialisée avec la biodiversité rajoutée à notre agenda 21 en 2009, et puis le plan de biodiversité voté en 2010, avec un observatoire qui prend le travail qui a déjà été lancé, et aussi cet axe trame vert, bleu et noir. Bon, tout ça, ça a déjà été dit. Alors oui, c'est vrai qu'on parle, moi j'entends souvent quelque chose qui me fait un peu bondir. On parle de, oui, la ville, espèce banale. Alors là, M. Rasson l'a bien démontré par rapport aux abeilles. Et c'est vrai que nous, on le voit bien. Alors déjà, les espèces banales d'aujourd'hui, on l'a bien vu avec les espèces hirondelles, papillons, petites tortues, etc., ne sont malheureusement pas les espèces banales de demain. Et donc, il n'y a pas que des espèces banales, il y a aussi des gros enjeux de conservation d'espèces menacées en ville. Donc, bon, là, dans les inventaires qu'on mène, il y a des choses qui sont faites en interne, il y a des choses qui sont faites par le bureau d'études, par exemple sur les hyménoptères, c'est l'équipe de M. Rasson. Il y a des protocoles faits, alors il y a des études qui sont faites comme ça au coup par coup, des grosses campagnes, et après il y a des inventaires, des protocoles reproduits chaque année, notamment des protocoles du Muséum de Paris, ou de la Société française d'herpétologie, ou de la Société française de déontologie, etc. Il y a une quinzaine de cibles qui sont suivies. Donc vous voyez, pour illustrer, ben voilà, dans les mollusques, dans les 72 espèces de mollusques que je trouve aujourd'hui, il y en a 2 patrimoniales. Pour les hyménoptères, il y en a, enfin, pour le pas de temps d'échantillonnage estival, on en a trouvé 7, etc. Bon, là c'est des images, donc c'est de naturalisant la salle. Une plante, par exemple, celle-là, c'est le scoop, une plante García habitat, la lâche rampante, une plante de marais qui a survécu jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pas une adaptation au milieu urbain, c'est une relique qui par le hasard a pu revenir. Au niveau de la faune, même chose, hein, alors, patrimoine arboré, arbres vieux, donc cavités, et les parcs, etc. Une autre espèce relique, par exemple Coréa. Des espèces qui s'adaptent et qui viennent depuis, par exemple le faucon pèlerin, qui niche comme ici à Bruxelles. D'ailleurs, la femelle que vous avez sur la photo a été baguée à Bruxelles, c'est une bruxelloise à la base. Et des coléoptères, par exemple, là, pour rester dans la thématique des arbres, du bois mort, donc c'est pas forcément toujours très courant, des fois des surprises. Alors pour venir sur l'arbre à l'huile, on a 32, au dernier inventaire, il y a ça quelques jours, on a 32 387 arbres, alors sous différentes formes. Il y a donc des boisements spontanés, subspontanés. On n'a pas de forêt urbaine, nous, contrairement ici.
bien que ça rentre dans l'autre catégorie, des boisements de friches qui sont faits sur des anciennes friches, sur les remparts de la ville. Il y a les arbres urbains ruraux, donc par exemple vous les forêts, les forêts urbaines, mais nous c'est plutôt des arbres isolés comme des vieux frênes têtards qui ont survécu à la pelleteuse parmi les aménagements, des vieux fruitiers. Les parcs et jardins, et notamment les espaces privés qu'il faut absolument pas oublier. Et enfin nos aliments. Alors les aliments sur les 5000 quelques sujets, la répartition, c'est plutôt le classique. Le platane tient le haut du pavé, la Serplatanoides, Esculus, Acer campestre, Nuceratula cerulata conzante, il y a Platyphilus, puis après ça continue dans un pourcentage infime. Alors ce qui est important, c'est de voir ce qu'il y a à côté. C'est horticole indigène et exotique, et là il y a une différence entre horticole et exotique, je expliquerai pourquoi. Et ça, c'est pas sans conséquence, mais là on l'a déjà dit. L'arbre a aussi une vertu, un enjeu de conservation en soi. Par exemple, sur les remparts de ville, on a des vieux frênes qui ont 180 ans, qui sont des reliques des forêts alluviales de la Deule, et dans le contexte métropole lilloise, ils prennent forcément une valeur parce que c'est tout ce qui nous reste des vieux boisements. Des vieux arbres qui ont aussi miraculeusement résisté à la graphiose, pour diverses raisons qui m'échappent, et puis bon, des variétés fruitières anciennes, etc. Alors pour bien comprendre tout ça, il faut bien comprendre le fonctionnement des espèces. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors par rapport à tout ce qui a été dit par rapport au déplacement et à cette nécessaire brassage génétique, c'est sûr que il y a la reconquête des territoires redevenus favorables, etc. La notion de réseau écologique, bien évidemment, est primordiale. À Lille, pour parler sur ces réseaux, pour faire un point sur les corridors, la ville de Lille avec sa citadelle. On a un corridor régional, une transfrontalier qui est la vallée de la Deule. Alors, corridor qui marche assez bien pour les poissons. Après, c'est un corridor de zone humide externe, mais bien entendu, sur les bords de canaux, c'est souvent très dégradé, etc. Mais c'est connecté sur la Lys, sur l'Escaut, sur un tas de canaux. Ça rayonne vraiment très loin. Ensuite, si on zoome un peu plus, il y a l'échelle métropolitaine, doit être considérée par tous les bords de périph', les friches ferroviaires, etc. Mais aussi, vous voyez ici, les parcs, sur notre commune, on observe les parcs arborés des grosses propriétés bourgeoises. Ça ressort vraiment. Et ensuite, l'échelle la plus fine, mais aussi la plus dégradée, la moins fonctionnelle, vraiment intra-urbaine, c'est les squares, les petits jardins privatifs, ce qui en reste, et nos fameux alignements d'arbres. Bon, tout ça, les métapopulations, tout ça, ça a déjà été expliqué tout à l'heure, mais c'est que on voit des espèces qui sont complètement isolées, qui sont en phase de régression, des espèces qui ont déjà disparu, des populations, des sous-populations qui se réinstallent, c'est la flèche bleue, et puis des échanges génétiques. Mais faut-il encore qu'il y ait entre ces habitats, je ne sais pas, ça pourrait par exemple un exemple pour le hérisson, un exemple théorique, faut-il encore qu'il y ait des moyens des corridors qui conviennent, bien évidemment. Parce qu'effectivement, on peut créer des corridors d'opportunités qui ratissent large, avec différents milieux pour les espèces plutôt forestières, les espèces de milieux ouverts de prairies, etc., les micro-habitats bois morts, tout ce qu'on veut. Mais le mieux tout, c'est de bien connaître les espèces présentes ou potentielles. Là aussi, si on prend un gazon tondu et une haie taillée ou non, là forcément on va retrouver de l'accent en mouché. Les pelouses ont amené tout un cortège de pousses tondues qui a profité aussi d'autres espèces, de méthodorantes et compagnie. Enfin bon, il y a toutes des choses qui se mettent en place. C'est sûr que si la paille est complètement horticole, là, au niveau des arbustes, là forcément l'efficacité, le cortège d'espèces sera extrêmement réduit. Après, cette même haie, si c'est une bande de tête de fauche, là on récupère d'autres espèces. Si la haie, on parle de structure végétale pour les oiseaux, c'est que là, si on est sur une haie libre, indépendamment de la diversité d'espèces végétales, d'arbustes et des insectes qui leur sont inféodés, donc forcément ça augmente. On y amène des mares, des pas japonais, des mares en pas japonais, etc. Si on met des arbres de Auger, c'est encore autre chose qui vient. Le bois mort, ça je vais y revenir après, donc je n'éternise pas, mais ça c'est aussi une donnée à prendre en compte. Dans le corridor idéal, avec la petite mare, etc., qui est possible en ville, dans certains cas de figure. Alors si on reste sur notre alignement, forcément, là c'est beaucoup plus rude, dans l'alignement haussmannien avec Platane dans les boulevards de Lille.
Bon là on se dit le hérisson il fait quoi? Alors bien sûr la longueur d'alignement et les espèces, c'est sûr que c'est du platane. Le platane pour compléter ce que me disait M. Rasselon, chez nous à Lille, juste à preuve du contraire, on a deux espèces d'insectes phytophages. À Bruxelles c'est la même chose, la mimeuse du platane et le pylore du platane, deux insectes exotiques. Si vous prenez potentiellement, si vous prenez un salicacé, un saule blanc, on a à peu près 500, bon c'est une étude anglaise, j'ai plus les références, mais on a à peu près 520 espèces d'insectes potentiels, phytophages, hein, qui bouffent les feuilles, qui fait des galles, donc les feuilles, je ne sais pas si les hyménoptères ont été comptés dedans. Donc vous voyez bien le choix. Après bien entendu, là c'est la même chose, hein, sur les îlots d'habitation de propriété privée, là on dit bien, un héros va savoir passer sur le toit et passer peut-être de l'autre côté encore que. Bon, ils sont là, c'est sûr qu'il y a moins d'être amené artificiellement et finir complètement consanguin, il n'y a pas trop de problème, il n'y a pas trop de solutions. Pour ce qui est de la chaîne alimentaire, il ne faut pas oublier que, alors, je vais peut-être dire le chiffre là, c'est juste un ordre d'idée, une grande partie des passereaux se nourrissent de chenilles, au moins au niveau des nidifications. Alors, la petite couvée de mésange bleu, bien évidemment, dépend du choix des arbres qui ont été implantés. On peut planter des espèces exotiques, mais faut-il encore qu'elles soient adaptées aux pollinisateurs, ce que disait M. Rasselon. Et encore que ma question, c'est mais pour quels pollinisateurs? Si c'est que pour les espèces, par exemple avec domestiques qui mangent à tous les râteliers, qui n'est pas plus menacé que ça, bon, peut-être d'autres choix à faire. Alors, bien sûr, on dit souvent les paysagistes, oh ouais, mais si on plante des espèces, là, saute combien d'espèces d'insectes, c'est un carnage. Bon, là, par exemple, le cas du fusain d'Europe avec l'hyponomeute, bon, oui, c'est vrai que le décor d'Halloween en haut à droite, ça peut se poser problème par rapport à la population. L'arbuste, lui, il s'en fout, hein. Au bout de 2 semaines, il fait des feuilles, pas de problème, c'est des mini-années, c'est comme ça. Ça amène, les oiseaux sont contents, ça a une production de chenilles, il n'y a pas beaucoup d'espèces, mais en quantité c'est vraiment impressionnant. Et là pour ce cas de figure, il nous a suffi de rajouter quelques nichoirs, et le tour était joué, il y avait 80% de la population de chenilles qui avait diminué l'année suivante, le problème était réglé. C'est souvent un problème d'équilibre. Alors, pour intégrer tout ça, il y a des choix cruciaux à faire, donc pour intégrer l'écologie dans les projets de paysage, ou pour l'intégrer dans la gestion, il faut des équipes pluridisciplinaires, des choses, des compétences transversales, arboristes, paysagistes, urbanistes et j'en oublie un, et puis moi forcément, écologue. Pour la ville de Lille, dans les choix cruciaux qui ont été faits, pour les aliments par exemple, on a une préférence marquée pour les espèces indigènes, voire ou pour des espèces, dans une moindre mesure, des espèces exotiques, mais ou horticoles, mais mellifères. Donc Tiliatomycosa c'est exclu, les espèces invasives c'est exclu, Prunus ceratula, Prunus ceratifera pissardi, c'est un arbre qui pose des gros problèmes par rapport à la conservation d'un petit papillon qui s'appelle le pétro du bouleau, qui connement pond plus sur cet arbre alors que sa chenille est verte, donc forcément l'arbre est rouge, les mésanges elles bouffent tout, donc on évite d'en planter également. On essaie de conserver des zones de refuge pendant la période, parce que c'est bien de faire des beaux aménagements, mais si entre-temps la pelleteuse a tout détruit, ça disparaît. Le choix dans le choix des essences, hein, là si on prend les salicacées, la pistole blanc, on aurait pu prendre, là haut c'est le sphinx du peuplier, mais j'aurais pu prendre le sphinx du tilleul. La chenille se nymphose dans le sol. Si au pied de l'arbre, vous avez du macadam ou du sable, le papillon, il peut pas, il a pondu, tout s'est bien passé, mais au dernier moment, plus rien. Donc il y a des choix judicieux à faire. Le choix d'essence aussi par rapport au bois mort, parce que selon que ce soit un arbre exotique ou non, on n'aura pas du tout le même cortège. 40% de la biodiversité des milieux arborés dépend du bois mort, c'est quand même assez énorme. Donc là sur du marronnier, on a une grande diversité de champignons, sur du platane, pas grand chose, et le marronnier, beaucoup d'espèces de champignons, des espèces très banales. Si on met du frêne, on va avoir des espèces beaucoup plus rares. Là, toujours même chose, hein, l'aliment d'arbre, c'est bien, mais il faut que ce soit pour des espèces adaptées. Hein, pareil, hein, le léreux, lui, il va passer des pieds en pied, il faut qu'on lui met une corde entre les maisons pour franchir la rue. Par contre, le hérisson, un peu difficile. Donc il y a des choix en termes de structure. C'est vrai que les pilates, ça peut ressembler à ça. Là, on voit une charmille, une floraison, etc.
Bon, ça, c'est la belle image du bureau d'études. Bon, dans la réalité, la photo, elle est un peu moins belle, mais ça date d'une semaine. Ça, c'est le produit qu'on vous vend, et après la réalité. Mais là, bon, la même chose fleurie, et c'est pour peu qu'on ait bien choisi les espèces de plantes au sol, horticole, florifère et quelques indigènes. Là, si on sur la peau d'un hérisson, on prend celui-là, on imagine bien que ça va réussir de patch en patch, peut-être, à franchir les choses. Après, on oublie toujours les lianes. Alors, par rapport. Alors, c'est que, malheureusement, à Hormilière, il n'y a pas souvent grand-chose. C'est que la structure complexe du houppier, c'est vrai qu'on pourrait voir, on peut imaginer des lierres, des clématites blanches, des ionicéras. Le lierre amène aussi une grande diversité d'espèces d'insectes, notamment, par exemple, cette espèce-là, la belle du lierre, le Tesserae, qui est un féodolière qui ne se reproduit que grâce au lierre, et ça, c'est une photo prise à Lille. Bon, l'alignement, ça peut être quelque chose de très plus rural, hein, l'alignement de solpéta au bord d'un canal renaturé. Malheureusement, c'est un endroit de l'île, hein, c'est pas toute la Deule, malheureusement. La pollution lumineuse, vous faites un bon alignement, les pieds d'arbre nickel, le bon arbre. Si vous éclairez ça sans vous poser de questions, c'est la catastrophe. Parce que, ben voilà, il y a à réfléchir jusqu'au type d'éclairage. Le bon type de lampe, tu ne mets pas dans les bleus et dans les UV. Un système de paralume. Peut-être une réflexion quant à la périodicité de l'éclairage, ça c'est un exemple sur le parc de la Citadelle. Le bois mort, alors là c'est pas dans un alignement, hein, c'est un peu compliqué, mais là on a planté ce tronc dans le sol, c'était à but expérimental, dans des renouveaux, dans des projets de boisement, quand on a des jeunes arbres, il manque cette notion de bois mort, on voulait montrer que c'était possible. Les pics ont colonisé ce tronc de peuplier en 3 ans. À défaut, on peut poser des nichoirs. On a dans notre marché d'alliage une pose de nichoir ici, dans un aliment de platane, une pose de nichoir à chouette culotte. Alors c'est bien, mais ça demande une gestion qui est pas moindre. Alors nous, ce qu'on préfère, là ce que je vais vous illustrer, peut-être le plus intéressant, c'est notre politique de gestion des arbres morts et sénescents et à cavité dans notre politique de gestion des arbres, y compris alignement. Donc il y a des choses qui ne peuvent pas être remplacées par des nichoirs. Hein. Les coupes drastiques, c'est pas bien, mais ça crée quand même des habitats, et cet habitat-là, on ne peut pas le recréer via un nichoir. Quand il y a un diagnostic de dangerosité fait chez nous, soit en interne, soit via un marché, un bureau d'études, il y a une expertise écologique qui est demandée, enfin qui est faite, par rapport au potentiel de l'arbre. Et donc il y a une vérification. Là par exemple ici c'est un aliment de peuplier hybride qui devait être abattu. On a décidé de le conserver sous forme de chandelle. Alors au mieux qu'elle se fasse naturellement, qu'il y ait deux personnes écrasées en dessous, on le fait. Bien sûr la sécurité c'est la priorité, on conserve la sécurité de l'université. Donc là c'est un Moselager qui abat l'arbre comme vous voyez d'un coup de main sec. C'est en ce forme Moselager. Après ça demande une annihilation sur le peuplier. Et au bout de quelques années, là, on voit un être juste à côté. Bon, voilà, on a les pics colonisent, chauves-souris, insectes du bois mort liés à l'essence, etc., etc. Et il y a un suivi qui est fait, une communication qui commence à être un peu mieux faite. Je vais vite, parce que là, j'ai stop. C'est la dernière diapo, je peux finir. Donc, bien sûr, ça demande. Il y a des choses problématiques, c'est qu'il y a des présences d'espèces protégées. Par exemple, là, Pipistrelle de Natusus, on en a du coup maintenant pas mal en ville, à Lille, suite aux qualités. Si on abat l'arbre sans en prendre compte, on se met hors la loi, on détruit l'espèce protégée en toute conscience. Donc là, du coup, ça demande d'adapter parfois d'adapter le calendrier d'abattage. Par exemple, un abattage phylocère va être repoussé en avril, on va mettre un dispositif qui vidange la cavité, les chauves-souris vont partir, on ne peut plus pouvoir recoloniser. Là, c'était sur le champ de Mars de l'Esplanade, un arbre qui était un tilleul, qui était. On devait absolument l'abattre pendant l'hiver, on ne pouvait pas attendre. Mais il y avait une qualité avec des chiroptères dedans, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'entreprise on ne pouvait pas, comme les chauves-souris étaient en hibernation, on ne pouvait pas vidanger la qualité, donc l'entreprise a descendu en douceur la pièce de bois. Bon, c'est des mesures exceptionnelles, mais bon, c'était nécessaire. Et voilà.